On a, on a tous déjà ressenti ça, non? Ce sentiment un peu diffus de passer à côté de sa vie? De ne pas vraiment exploiter son potentiel. Voilà, exactement. On a de grands projets, de belles ambitions, et puis la routine s'installe, et on se retrouve un an plus tard au même point. Complètement. C'est un peu le point de départ du livre qu'on explore aujourd'hui. Petites habitudes, grandes réussites, d'Honour Carapinar. Exactement. Et ce livre, il s'adresse vraiment à tous ceux qui se sentent un peu coincés, peut-être même découragés par la montagne que peut représenter le changement. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ont vraiment envie de progresser, mais qui, face à l'ampleur de la tâche, se disent «par où je commence?» Et la promesse du livre est, je trouve, aussi simple que puissante. La vraie transformation, elle ne vient pas de grands bouleversements héroïques. Non. Elle vient de la somme de toutes petites actions presque invisibles qu'on répète jour après jour. Il y a un exemple frappant dès le début, celui de la lecture. Ah oui. Si on décide de lire seulement 10 pages par jour, 10. ça paraît dérisoire, quoi. C'est à la portée de tout le monde. Ça prend, moins de 15 minutes pour la plupart des gens. Voilà. Sauf que 10 pages par jour, ça fait 3650 pages en un an. C'est l'équivalent d'une quinzaine de gros livres. C'est énorme. Et sur 4 ans, on atteint le volume de lecture d'un doctorant. Quand on y pense, c'est fou. C'est complètement fou. Un effort minuscule qui, avec le temps, produit un résultat monumental. C'est vraiment le principe des intérêts composés, mais appliqué à notre développement personnel. Et c'est là, je pense, qu'intervient le vrai changement de perspective du livre. On est conditionné, en fait, à chercher le grand élan de motivation. L'électrochoc qui va tout changer. Oui, la résolution du nouvel an. Exactement. Or, la motivation, par nature, ça va, ça vient. C'est pas fiable. L'auteur nous dit « oubliez l'objectif final pour un temps et concentrez-vous plutôt sur la construction d'un système ». Un système plutôt qu'un objectif, c'est intéressant ça. Précisément. Dans la préface, il y a une analogie de Benoît Wachenka que je trouve géniale, celle de la fusée. Ah oui, Imaginez que votre réussite, c'est une fusée qui décolle. Une bonne habitude, c'est une minuscule variation d'angle au départ, un millième de degré, invisible à l'œil nu. d'accord. Mais des millions de kilomètres plus loin, cette micro-variation, c'est ce qui fait la différence entre atteindre Mars ou se perdre à jamais dans le vide. C'est une image très très forte. Nos petites actions quotidiennes, c'est ce millième de degré. C'est exactement ça. Mais bon, pour construire un système, il faut d'abord comprendre comment la machine fonctionne. Et la machine, ici, c'est notre cerveau. Pourquoi est-ce qu'on a des habitudes au juste? Le livre explique bien que ce n'est pas par faiblesse ou par paresse. Ah non, au contraire. C'est par pure efficacité. Notre cerveau, c'est une machine à économiser de l'énergie. D'accord. Chaque décision consciente, même la plus simple, qu'est-ce que je mets ce matin, qu'est-ce que je mange ce soir, ça consomme des ressources mentales. Bien sûr. Alors pour ne pas être en surchauffe permanente, le cerveau, il automatise tout ce qu'il peut. Une habitude, au fond, c'est un raccourci mental, un programme qui se lance tout seul. Donc si je comprends bien, le cerveau crée des routines pour libérer de l'espace mental pour des choses plus importantes. C'est tout à fait ça. Et ce qui est fascinant, c'est que l'ouvrage décortique la science derrière ça, ce qu'on appelle la boucle des habitudes. La boucle des habitudes. Oui, c'est un cycle en 4 étapes qui tourne en permanence dans notre cerveau. D'abord, il y a un déclencheur, un signal, ça peut être une heure, un lieu, une émotion. D'accord. Ensuite, ce déclencheur, il crée une envie, un désir de récompense. Puis vient la réponse, c'est l'habitude elle-même. Et enfin, la récompense qui vient satisfaire l'envie et qui dit au cerveau « ce circuit était utile, retiens-le pour la prochaine fois ». Attendez, ça rend les choses hyper concrètes. Si on prend un exemple tout bête, le café du matin. Allez-y. Le déclencheur, c'est de sortir du lit. L'envie, c'est le besoin de se sentir réveillé. La réponse, c'est de se faire un café. Et la récompense, c'est cette première gorgée chaude et le coup de fouet de la caféine. La boucle est bouclée. C'est ça. Vous avez tout compris. Et cette mécanique, elle explique un autre concept clé du livre. La fatigue décisionnelle. La fatigue décisionnelle. Notre capacité à prendre de bonnes décisions, elle n'est pas infinie. Elle s'épuise au fil de la journée. Chaque choix qu'on fait puise dans cette réserve. Ah, mais c'est pour ça que vers 21 heures, après une journée compliquée, mon cerveau n'a plus la force de choisir entre une salade et une pizza. Et que la pizza gagne 9 fois sur 10. C'est la parfaite illustration. Le soir, la batterie décisionnelle est faible, le cerveau ne veut plus d'efforts, il cherche le chemin le plus court, le plus automatisé. Et c'est là que nos mauvaises habitudes prennent le dessus. C'est souvent là, oui. Les habitudes, en fait, elles protègent notre énergie mentale. D'accord, la mécanique est claire. C'est logique. C'est scientifique. Mais alors, concrètement, si demain matin, je veux commencer à changer quelque chose, je commence par où? Le livre propose une sorte de mode d'emploi?
Oui, et il est très très structuré. La toute première étape, avant même de vouloir ajouter quoi que ce soit, c'est la prise de conscience. D'accord. L'auteur propose un exercice simple mais incroyablement révélateur, la cartographie de ses habitudes. On prend une feuille et on liste tout ce qu'on fait dans une journée type, du moment où le réveil sonne jusqu'au coucher. Vraiment tout. Même les trucs qui semblent insignifiants comme scroller sur son téléphone en se levant. Surtout ces choses-là. Une fois qu'on a la liste, on fait le tri. On met un plus à côté des habitudes positives, celles qui nous font avancer, un moins pour les habitudes négatives et un égal pour les neutres. Et j'imagine que ça met en lumière pas mal de choses. Ce simple inventaire, il met en lumière, noir sur blanc, les automatismes qui construisent ou qui sabotent notre vie. C'est souvent un choc. Je veux bien le croire. Une fois qu'on a cette clarté, alors on s'attaque aux habitudes négatives, j'imagine? Eh bien, c'est là que l'approche est contre-intuitive et je trouve brillante. Au lieu de se battre contre le négatif, on se concentre sur la construction du positif. Mais en commençant par quelque chose de si petit que c'est impossible d'échouer. C'est le fameux concept des tiny habits. Les micro-habitudes. J'avoue, l'exemple du livre sur ce point m'a marqué. Celui du chercheur B.G. Fogg, qui voulait se mettre au sport. Son projet, ce n'était pas faire 30 minutes de sport 3 fois par semaine. Le genre de résolution qu'on prend tous et qui dure 2 semaines. Exactement. Non, sa micro-habitude, c'était après chaque passage aux toilettes, je ferais 2 pompes. 2. 2. C'est tout. C'est tellement simple que c'est presque ridicule. On ne peut pas trouver l'excuse de ne pas avoir le temps ou l'énergie pour faire 2 pompes. Et le plus important, ce n'est même pas dans les 2 pompes, c'est dans ce qui se passe juste après. Oui, c'est ça qui est fou. Juste après, il se félicitait à voix haute en se disant « Je suis génial ». Il faut oser, c'est sûr. Oui, il faut oser, mais je comprends l'idée. On ancre l'habitude avec une émotion positive, même si elle est un peu forcée au début. C'est fondamental. Le but, ce n'est pas le résultat physique immédiat. Le but, c'est de devenir le type de personne qui ne manque jamais une séance. On normalise l'habitude avant de chercher à l'optimiser. C'est un changement d'identité, en fait. Exactement. On ne cherche pas à courir un marathon. On cherche d'abord à devenir un coureur. Quelqu'un qui met ses baskets et qui sort, même si c'est pour 5 minutes. Et pour que ces micro-habitudes s'ancrent bien, il y a une autre technique très maligne, l'empilement d'habitudes. Le habit stacking. Le principe est d'une simplicité redoutable. On greffe une nouvelle habitude sur une habitude déjà existante et solide. La routine actuelle devient le déclencheur de la nouvelle routine. C'est ça. Ah, c'est brillant. J'essaie depuis des mois de faire 5 minutes d'étirement le matin et j'oublie tout le temps. Mais si je me dis, dès que l'eau du café commence à couler, je commence mes étirements. Là, ça change tout. Le café devient le signal de départ. Il n'y a plus de décision à prendre. Voilà, la formule est simple. Après habitude actuelle, je ferai nouvelle habitude. Après avoir enlevé mes chaussures en rentrant, je mettrai mes vêtements de sport. On élimine toute la friction mentale. On a donc le pourquoi, le comment, mais il reste le quoi. Quelles habitudes choisir? Et là, j'ai vu que la dernière partie du livre, c'est une sorte d'immense boîte à outils, non? C'est ça. L'auteur propose un catalogue de 51 habitudes concrètes, qui sont classées en 4 grands domaines. Productivité, santé, développement personnel et relations sociales. 51. Ça peut paraître un peu écrasant. On est censé tout faire. Ah mais surtout pas. Non, ce serait même l'inverse de la méthode. L'idée est plutôt d'identifier le domaine de sa vie qui a le plus besoin d'attention en ce moment. Et de choisir une seule habitude. Une seule habitude clé. Une keystone habit. Une habitude clé. C'est-à-dire une habitude qui a plus d'impact que les autres. C'est une habitude qui crée un effet domino positif. En la mettant en place, d'autres bonnes habitudes se développent presque naturellement, sans effort supplémentaire. D'accord, je vois. L'exemple classique, c'est l'exercice physique. Les gens qui commencent à faire du sport régulièrement, très souvent sans même y penser, ils se mettent à mieux manger, à mieux dormir, ils sont plus concentrés au travail. C'est une seule habitude qui tire tout le reste vers le haut. Surprenant dans cette liste de 51 habitudes atomiques. Oh oui, il y en a des très connus, comme se plonger dans le deep work, le travail en profondeur sans distraction. Oui, bien sûr. Mais il y en a aussi des plus inattendus. Celle qui m'a fait sourire, c'est adopter un légume. Adopter un légume, racontez-moi ça. C'est une micro-habitude géniale pour la santé et la curiosité. L'idée est toute simple, chaque semaine, en faisant les courses, on achète un légume qu'on ne connaît pas ou qu'on ne cuisine jamais. Un topinambour, un panais. Un chou romanesco. Et la mission de la semaine, c'est de trouver une recette et de le cuisiner.
C'est ludique, ça brise la routine alimentaire et ça diversifie l'alimentation sans aucun effort de volonté. C'est excellent. Ça dédramatise complètement l'idée de manger plus de légumes. Ça en fait un jeu. Et ça montre bien l'esprit du livre. On trouve aussi des choses plus profondes, comme cultiver le shoshin, un concept japonais qui signifie l'esprit du débutant, ou des pratiques très concrètes, comme la communication non violente. Ce catalogue, c'est une ressource dans laquelle on peut piocher tout au long de sa vie, D'accord. en fonction de ses défis du moment. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout cela signifie? Quel est le grand message à retenir? Pour moi, le message principal, c'est que le succès et le changement ne sont pas une question de talent inné ou de volonté surhumaine. Non. C'est une question de système. La qualité de notre vie, au fond, c'est le reflet de la qualité de nos habitudes. Et la bonne nouvelle, c'est que ces systèmes sont à la portée de tous. Et le livre utilise une métaphore que je trouve particulièrement puissante pour ça. Il dit que chaque bonne habitude est un vote pour le type de personne que l'on souhaite devenir. Ah, j'adore cette image. Chaque fois qu'on fait ces 2 pompes, on vote pour devenir quelqu'un de sportif. Chaque fois qu'on lit une page au lieu de scroller, on vote pour devenir un lecteur. Exactement. Ce ne sont plus des actions isolées, ce sont des petites affirmations de notre nouvelle identité. Et ces votes, accumulés jour après jour, finissent par changer la réalité de qui nous sommes. C'est très inspirant. Et c'est aussi ce qui rend l'auteur, Onur Karapinar, si crédible. Il ne se contente pas de citer des études. Il raconte son propre parcours, comment il a utilisé ses principes pour s'extraire de sa condition et transformer sa vie. C'est une méthode qu'il a vécue de l'intérieur. En conclusion, c'est vraiment un guide pour une amélioration patiente, graduelle et surtout durable. Pour tous ceux qui se sentent bloqués, il offre un chemin praticable, un pas après l'autre. Comme le dit l'auteur, changer ses habitudes, c'est changer sa vie. C'est une très belle synthèse. Et peut-être pour laisser une dernière pensée à méditer, le livre aborde ce concept de shoshin, l'esprit du débutant. Oui. C'est cette capacité à aborder quelque chose avec curiosité, sans préjugés, comme si c'était la toute première fois. La question qu'on pourrait se poser, c'est la suivante. En dehors des domaines où l'on se sent déjà compétent, dans quel aspect de notre vie pourrait-on aborder les choses avec un regard complètement neuf? Et quelle seule, toute petite action, aujourd'hui même, pourrait être le premier vote pour ce nouvel apprentissage?